nous avons les marchés réglementés et les marchés libres, ou non réglementés si vous voulez. Ça s'appelle d'un côté des systèmes multilatéraux de négociation et d'un autre côté ça s'appelle des marchés réglementés. Pourquoi? Parce qu'il y a une notion qui est très importante sur le plan juridique et sur le plan financier, c'est l'offre au public de titres financiers. Si vous ne faites pas d'offre au public, vous n'êtes pas dans la réglementation. Si vous faites une offre au public, vous êtes dans la réglementation. Je fais très rapide. Faire une offre au public, c'est de faire une communication qui mette les gens en capacité de connaître la valorisation que vous proposez pour une émission de titres ou une vente de titres et qui les mette en position de pouvoir acheter ou souscrire au titre. Vous voyez que c'est quand même assez vaste. Par exemple, je me mets sur Twitter, j'ai un compte tweet, et puis je raconte que je vais faire une augmentation de capital, j'ai un petit projet sympa, tout ça, et je raconte que je vais faire une augmentation de capital et que j'aurai besoin de 500 000 € et que je donnerai bien 25% de mon capital pour 500 000 € à tant d'actions et à tant d'actions. Ça s'appelle un ancien appel public à l'épargne, ça s'appelle une offre au public de titres financiers. On n'a pas le droit de le faire sans avoir préalablement obtenu de l'AMF, de l'autorité des marchés financiers, un visa sur une note de présentation qui explique au public tous les risques qu'il prend, les faiblesses du projet, les avantages, etc. Voilà. Donc c'est étroitement réglementé. Une note soumise à visa pour faire une offre au public, c'est environ 300 pages. Ça dépend si vous avez des filiales ou pas, c'est minimum 300 pages. C'est pas la mer à boire pour quelqu'un qui aime bien faire des pages et des pages, mais pour un chef d'entreprise, il y a souvent autre chose à faire que ça. Et puis surtout, si j'ai fait sur mon petit compte, sur mon tweet, j'ai fait ça, je prends quand même un risque pénal non négligeable. C'est du quasi-pénal. Bien. Donc, dans les marchés réglementés qui font appel de manière habituelle au public, vous avez 4 compartiments selon votre valeur de capitalisation, 1 milliard, 150 millions. Et là, pour les professionnels, on ne touche pas le public, vous voyez, donc il n'y a pas besoin de prospectus. Il y a un prospectus simplifié, mais il n'y a pas de notaire. Si je vais un petit peu plus loin, voilà, vous avez une comparaison entre les marchés réglementés, une comparaison entre les marchés réglementés, Alternext et marché libre. Alors, marché libre et Alternext, on a dit, ce ne sont pas des marchés réglementés, ce sont des systèmes multilatéraux de négociation. C'est-à-dire que ce ne sont pas proprement parlé des places, mais c'est des moyens d'échanger selon un système organisé pour les professionnels qui garantissent que lorsque vous vendez des actions, eh bien, celui qui les a achetées va les recevoir et que vous qui les avez vendues, vous êtes garanti que vous avez touché votre prix. Il faut quand même un certain nombre de sécurité, même si c'est très libre. Donc sur Euronext, marché réglementé, vous voyez qu'il faut une liquidité, au moins il faut mettre 25% du capital, et si c'est supérieur à 5 millions, il faut que ce soit au moins 5%. Je passe très rapidement, il faut 3 années de compte certifié, souvent il faut 2 commissaires aux comptes. Les normes comptables à respecter, c'est les normes IFRS, ça intéresse tout le monde d'être en norme IFRS, parce que bien sûr ça améliore le résultat de faire une norme IFRS. Ça augmente les frais, mais ça n'a pas augmenté complètement le résultat. Par contre, en norme IFRS, vous êtes lisible internationalement. Or, n'oubliez pas une chose, c'est que la bourse, même dans le marché libre, vous êtes coté en bourse. Et vous êtes coté en bourse, vous habitiez Pékin, que vous soyez au Maroc ou en Afrique du Sud, vous êtes coté. Vous êtes rentré dans la famille des sociétés cotées. Il n'y a pas de différence pour l'extérieur, mais pour l'intérieur ou pour nos obligations marché France, on a quand même quelques différences. Si je vois en face Alternext, on voit, s'il y a offre publique, c'est 2,5 millions minimum. Vous voyez qu'on a une obligation quand même d'avoir un minimum de capital que l'on doit placer. Si c'est un placement privé, c'est 2,5 millions aussi, donc on ne pourra pas rentrer à Alternext à moins de 2,5 millions. 2 années de compte certifié. Les normes IFRS, comme ce n'est pas un marché réglementé, ben, si c'est possible, vous le faites. Si vous n'en voulez pas, vous ne le faites pas. Ce n'est pas obligatoire. Voilà. Donc, vous avez... Et le marché libre, alors là c'est très simple, il n'y a pas de minimum, il n'y a rien comme obligation.
on publie les comptes sociaux des 2 derniers exercices, s'ils existent. Parce que si la société vient d'être créée et qu'elle est introduite au marché libre 6 mois après, elle n'a pas 2 exercices, donc elle ne publie aucun bilan. Les normes comptables à respecter, c'est les normes françaises, obligation du code de commerce, et une note succincte qui est faite par votre listing sponsor qui vous accompagne dans votre entrée sur le marché. Donc vous voyez, la grande simplicité que l'on trouve dans le code equity, on va la retrouver uniquement au niveau du marché libre. On va la trouver également chez Alternex, mais un peu plus complexe, sans que ce soit un vrai marché réglementé. On n'échappera pas à la note à émettre si on fait appel public à des femmes. Et puis là, bon, ça c'est une autre paire de manches. Rapidement, les obligations, il faut être en société anonyme, on n'a pas le choix. Il faut, sur le marché libre, au moins avoir 225 000 € de capital, pas de pacte, pas d'interdiction de cession, de préemption par la famille, le machin, le truc, il faut que ça soit libre. La division, on augmente le nombre d'actions, 225 000 €, vous allez dire ça fait pas beaucoup de capital, mais 225 000 €, ça peut faire 5 millions d'actions, il suffit de faire des actions de quelques centimes, puisque ça n'a rien à voir avec leur valorisation, puisque vous voyez qu'avec 1,5 million de chiffre d'affaires, on peut être valorisé 20 millions. La mise en place d'un pacte d'actionnaires est possible, puisque si on est au marché libre, ce n'est pas interdit. Et la création, alors on va surtout travailler peut-être en amont là-dessus, sur la création d'un holding pour pouvoir prendre des mesures patrimoniales, parce que généralement on a quelques petites mesures à prendre pour les proches, pour les collaborateurs, pour la famille, et on pourra faire un petit peu d'optimisation, préparer l'optimisation comptable et fiscale. Vous voyez? Donc en fait, on est dans une entreprise simple. On ne se complique pas trop la vie. Les obligations comptables, pendant qu'on est sur le marché libre, il n'y en a pas. Donc c'est ça. Il n'y a pas d'obligation de diffusion à l'AMF d'informations particulières. Et il n'y a pas. On est une entreprise normale. On remplit les obligations auxquelles le code de commerce de toute entreprise, applicable à toute entreprise, les oblige. Voilà. Alors, on peut parler rapidement peut-être de la fiscalité, mais je pense que ce qui va vous intéresser, c'est la seule chose à savoir. La fiscalité pour vous, c'est pas ça, il n'y a pas de fiscalité particulière pour l'entreprise. La fiscalité, elle est pour les souscripteurs. À l'achat, ils vont essayer d'avoir une déduction fiscale, à la revente, de ne pas payer la plus-value. C'est ça l'objectif pour un investisseur. Donc, diminuer le coût fiscal, c'est les réductions ISF et les réductions sur l'impôt sur le revenu. Mais maintenant, attention, ça ne fonctionne que pour des entreprises qui ont moins de 7 ans d'existence. Toutes celles qui sont au-dessus de 7 ans, ça n'est pas possible. Alors on entend par entreprise, et ce n'est pas simplement la date de création de la société. Mais si la société est créée sur un projet qui préexistait déjà, c'est cuit. Si le projet existait depuis 15 ans et qu'il était sous un autre nom et qu'il est transféré sur la nouvelle société qu'on va introduire en bourse, ça ne fait rien, on a dépassé la date le délai de 7 ans. Donc, avantage IFCF, avantage d'impôt sur le revenu, ça c'est pour l'acquisition. C'est pour ça qu'on a entendu parler tout à l'heure que le premier tour de table a été fait avec des investisseurs ISF, impôt sur le revenu. Ensuite de quoi, à la sortie, eh bien à la sortie, je ne veux pas payer la plus-value, mais il y a un moyen, c'est le PEA. Alors on parle que pour les entreprises qui ont plus de 7 ans, elles sont désavantagées par rapport à celles qui... Non, elles ne sont pas désavantagées parce que tout le monde est traité sur la même pied d'égalité. L'avantage que vous avez eu à l'entrée, à la déduction, vous ne l'aurez pas à la sortie. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas bénéficier de l'exonération de plus-value pour détention sur le PEA si vous avez bénéficié de la réduction d'impôt sur le revenu ou de la réduction sur les ISF. Donc finalement, bon an, mal an, on va se retrouver à peu près sur la même situation fiscale.